petit coup de fertilisation. Je vous l'ai faite simple en disant plutôt quoi de neuf dans ce domaine avec une entrée environnementale autour de l'azote et puis en finissant par un peu du climat de l'année et de ce qu'il va falloir faire parce que franchement, c'était pas possible de ne pas parler un petit peu de ça. On va donc commencer par parler de phosphore et si je prenais mon zinzin, ça irait mieux pour rappeler ça quand même. Les Canadiens, ils sont forts. Hein. Expérimentation sur un lac entier. Pas mal. Là, dans l'eau, ils ont mis de l'azote. Et là, ils ont mis de l'azote et du phosphore. Et l'eutrophisation, dont on nous parle beaucoup, alors qui est à craindre ici, sur des étangs proches de la mer, comme l'étang de l'Or à Moguio, par exemple, on sait depuis très longtemps que l'entrée numéro 1, c'est le phosphore. C'est le facteur limitant. Alors bien sûr, si on met plein d'azote sur plein de phosphore, ça accroît encore la croissance de ces trucs-là, mais c'est le phosphore en numéro 1. Donc on a ça à un bout, on le sait. Et puis à l'autre bout, on a ça. Ce sont les quantités d'éléments livrés en France. C'est l'industrie des engrais qui dit, moi, en moyenne, on a fourni tout ça. C'est ramené à l'hectare, évidemment. C'est tout confondu, la vigne, le blé, tout ce que vous voulez. Et le phosphore, on voit ça depuis le début des années 90. On est passé d'environ 65 unités de phosphore à l'hectare livré à environ 20. La plongée, là, c'est parce qu'on n'a pas le chiffre pour 2016-2017. Donc on a réduit les quantités apportées dans les cultures en moyenne en France de 70% sur les 30-35 dernières années, en phosphore comme en potasse d'ailleurs, c'est à peu près pareil. Donc la question qu'on se pose, c'est bon alors, trop, pas assez, où on en est. On a repris pour ça des essais pour aller regarder, il y en a dans la région, il y en a un peu ailleurs, en fonction de la teneur du sol, qui est ici, ce que sur un blé on gagnait à amener du phosphore. Et on trouve ça. On confirme quelque chose qui est assez intéressant, c'est que finalement, tant qu'on n'est pas en dessous de 25 mg par kilo en analyse de phosphore Olsen, c'est la méthode la plus couramment utilisée de quasi tous les labos en France, ben, si on apporte notre phosphore comme ça, en plein, on ne gagne pas. Par contre, dès qu'on est, disons, en dessous de 20, ça monte en flèche. Et c'est pour ça que je vous posais la question des teneurs, parce que sur une enquête en agriculture biologique qui est faite sur le Tarn, la Haute-Garonne et ces coins-là, tous les agriculteurs qui sont des bio historiques depuis très longtemps, alors 30 ans, 40 ans, ils sont par là. Hein. Ils sont très très faibles. Lorsqu'on n'en apporte pas, la teneur baisse en tendance lourde de 2 points d'analyse de microgrammes par kilo de terre et par an. Et c'est un peu inéluctable. Et bien sûr, la luzerne amène de l'azote, mais elle n'amène pas de phosphore. Et il n'y a rien qui amène du phosphore, à part des engrais, de la fiente de poule, des composts, des ce que vous voulez, mais pas un enfouissement de végétal. Il faut amener quelque chose. Donc un des enjeux de l'agriculture bio dans l'avenir, il est autour de comment je garde mon phosphore. L'azote, à la limite, on a la luzerne. On pourrait le simplifier comme ça, en disant on a la luzerne, les légumineuses, on a une solution technique agronomique qui tombe sous le sens. Par contre, en phosphore, il va falloir qu'on trouve un moyen. Notez que ça, c'était du blé, qui n'est pas connu pour avoir une grosse exigence, c'est-à-dire une grosse sensibilité à la carence en phosphore. Les exigences moyennes devraient faire ça. Alors je dis devraient, on n'a pas fait les essais, mais dans le passé, c'est ce qu'on avait vu. Et les plantes à forte exigence devraient faire ça. C'est quoi l'exigence ? Les plantes à forte exigence, c'est le colza. Tiens, la luzerne, très sensible à la carence en phosphore. Les cultures légumières dans leur ensemble, histoire d'enracinement, que ce soit le melon, la tomate ou autre chose. Et puis, dans les moyennes, il y a quand même l'orge, les poires, je ne sais pas où est le pois chiche, on n'a jamais testé. Et puis le blé, le tournesol, le maïs sont plutôt des coriaces qui ne sont pas très sensibles à la carence en général. Donc dès qu'on a parlé tout à l'heure qu'il fallait entrer dans des rotations, il faut s'imaginer que dans la rotation, il y aura de ça. Il y aura de la luzerne, il y aura des cultures légumières. Donc on ne peut pas avoir des terrains trop pauvres en phosphore, sinon ce qui nous intéresse, la luzerne, va en pâtir plus que le blé, ce qui est un peu idiot. Lorsque je compile ce qu'on a dans les labos dont Arvalis est aujourd'hui propriétaire, il y en a un certain nombre, les labos d'analyse de sol. Alors j'ai pris une grande région méditerranéenne, en gros les départements de par ici. Voilà ce que ça. Alors c'est pas un sondage parfait parce que ce sont les gens qui se préoccupent et qui envoient des échantillons au labo. Hein. Ceux qui se préoccupent de rien et qui n'envoient rien, je ne sais pas où ils sont. Soit ils sont très très riches, ils savent qu'ils n'ont pas de problème, ils ne font pas d'analyse et ils sont là. Soit ils s'en foutent complet et ils sont déjà là et ils ne font pas d'analyse non plus. Donc là, on a ceux qui se posent la question, qui font des analyses de sol. Bon, on voit ça, quoi. Il y a environ 30% de pauvres à très pauvres, où on est sûr que toute culture doit être impactée par la faiblesse du sol. On a 20% un peu limite. Le blé, ça passe peut-être. Le reste doit souffrir.
Et puis on a encore de ça, là au bout, qui est un résidu du passé. Hein. C'est parce que dans le passé, on en a mis beaucoup. Là, très clairement, on sait qui c'est. Hein. Les maraîchers, les producteurs de semences. Ceux qui ont un gros chiffre d'affaires à l'hectare et qui avaient tellement peur que ça chute qu'ils y sont allés bien fort. J'en vois Nicolas qui rigole là-bas au bout, je me doute. Donc, à part de dire bon sang, pourquoi on ne fait pas plus d'analyse, et peut-être qu'on aurait intérêt collectivement à réfléchir à des campagnes d'analyse, parce que c'est sûr que si on est au bord de l'étang de l'Or et qu'on a ça, c'est pas bien. Mais si on est ailleurs après Vigne et qu'on a ça, c'est pas bien non plus. Donc il faudra bien arriver à dire où on est. Du coup, on s'est intéressé à la localisation. Alors nous, la localisation à Arvalis, dans nos petits moires, c'est on met dans le même sachet du super triple avec des grains de blé dur. Et on vous a représenté la parité des choses. C'est-à-dire qu'on a mis 40 unités, soit 89 kilo-hectares de super triple. Soit, vu la densité de l'engrais, environ 500 granules d'engrais mètre carré. Et on les a mis en même temps que 250 grains mètre carré de blé, ce qui doit faire quelque chose comme ça une fois que c'est disposé sur le terrain. Un peu idéalisé, hein, supposant que tout le monde y tombe bien où il faut. Ça ne doit pas être tout à fait comme ça dans la vraie vie non plus. Ce qui fait que, finalement, on a en gros 2 cm, 2 cm et demi entre deux grains de blé qui se suivent, et entre nos granules qui sont plus petits, on a de l'ordre du centimètre en allant le mettre comme ça. Voilà ce qu'on a trouvé en termes de rendement. Toujours mieux. Toujours mieux. Significatif, la statistique, de quintaux, etc. L'hypothèse, on ne disait pas ça sur blé. Hein. Alors ça, on le savait sur maïs, sur tournesol, culture à grand écartement, le starter. Mais sur blé, on disait, mais non, il est tellement serré qu'il va bien se débrouiller, il a des racines partout, il trouve son phosphore tout seul. On dirait bien qu'on a un effet de démarrage aussi, alors qui est connu historiquement, hein, sur le fait que le phosphore, ça sert à amorcer la pompe. Ça sert à faire pousser quand c'est petit, pour aller chercher plus profond quand ça devient grand. Le super triple marche mieux que 18 unités, que 24 unités 18-46. J'ai voulu rester dans l'autorisation de la directive nitrate. C'est-à-dire pourquoi c'est que 24 unités de phosphore, c'est parce que ça fait que 10 d'azote et on a le droit dans la réglementation. Alors que sinon on n'a pas. Donc, conclusion de tout ça, on a des sols, il y a un peu de tout dans la région, depuis l'affreusement pauvre jusqu'au relativement riche. Bon, il y a besoin davantage analyser. La localisation nous paraît un super bon moyen pour en apporter pas beaucoup, risquant pas de se faire embarquer vers l'étang d'à côté après une grosse pluie, puisqu'on l'a enterré à 3 cm. Alors après, si la pluie est très grosse, oui, peut-être quand même, pour avoir une efficacité d'engrais élevée, ce qu'on recherche en agriculture raisonnée systématiquement. Et lorsqu'on fait le calcul de tout ça, on se dit que se payer le localisateur à venir fixé sur le semoir, on le rembourse. Un peu d'azote. Sur le côté environnement toujours. Les livraisons d'engrais en France. L'ammonitrate, ça n'a cessé de baisser. Ça représente aujourd'hui 40%. La solution azotée, ça représente un tiers. L'urée, ça représente 20%. C'est pas de chance, hein. Les deux formes-là, c'est celles qui volatilisent le plus et où il y a le plus de pertes par rapport à l'ammonitrate. Quand on dit ça, on dit pourquoi on fait à l'envers, qu'une histoire d'argent, le prix. Sur ces urées, là, il y en a environ un quart qui sont des urées avec additifs. C'est de ça dont on va parler, réduisant la volatilisation de la partie ammoniacale ensuite. Avec l'INRA, on a inventé ce zinzin. Cette espèce de soucoupe volante est un capteur d'ammoniac qu'on colle au-dessus des parcelles pour regarder si, après avoir apporté un engrais, on en perd beaucoup par volatilisation. Ça permet de tracer les jolis petits schémas, là. Alors le temps, il est en heures, méfiez-vous. L'azote qui se volatilise, l'ammoniac, ça part à fond la caisse. Après de l'ammonitrate, vous voyez, c'est dans les 60-80 heures qui suivent un apport. En jours, voilà, ça fait 3 jours, ça s'envole. La solution azotée, l'urée, il n'y a pas photo, c'est l'ordre des engrais connus. L'urée perd beaucoup, la solution un peu moins, l'ammonitrate, moins que ça. Maintenant, on rajoute les additifs, le NBPT dedans. Là aussi, ça se passe de commentaires pratiquement. Si je vous la fais comme ça, perte d'engrais, alors sol calcaire, un peu comme chez nous. Sol pas calcaire du tout. Rarement comme chez nous, à part la costière, 2-3 coins, le plateau de Vindre, et puis je sais pas. Sol calcaire, sur 100 unités d'azote apportées, avec de l'ammonitrate, 8 unités perdues, 8%. Avec de la solution, 14-15%. Avec de l'urée, 26-27%. Un quart de ce qu'on apporte, c'est barré dans le décor. On rajoute notre additif, le NBPT, tout le monde retombe au niveau de l'ammonitrate, voire mieux. En sol non calcaire, juste les chiffres ne sont pas du même ordre de grandeur, 30 ici, 15 là-bas, mais c'est le même jeu,
et c'est le même boulot. Donc ces engrais additivés sont un bon réducteur de perte ammoniacale quand on utilise une urée qui n'est donc pas très chère et moins chère pour l'agriculteur que l'ammonitrate. Donc on a tout intérêt à en mettre. On a une réduction de perte qui est de l'ordre de 85 à 90%. C'est formidable, c'est vraiment une avancée technique très 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 sensible. Je ne vous fais pas un dessin sur la sécheresse, les sols de la région, etc. Bon, là on peut passer vite. En plus, on gagne en rendement, on gagne en teneur en protéines. Forcément, on ne le perd pas. Il faut bien qu'il finisse quelque part. Donc il finit dans le blé, d'une façon ou d'une autre. C'est, j'allais dire, tout positif. Enfin, cette année, la sécheresse, le rendement, l'azote, l'environnement. Ce petit schéma, il montre quoi? On part au 1er janvier. L'ETM, c'est la consommation en eau d'un blé à qui on a tout donné. De l'eau, tant qu'il en veut. Ce qu'on n'arrive jamais à faire, évidemment. Mais si on arrivait à le faire, notre blé, il consommerait là, entre le 1er janvier et la fin, 450 mm d'eau, il serait très content. Et vous aussi. En médiane, vu la pluviométrie à Montpellier, on a plutôt 250 mm de disponible entre la réserve du sol, qui est là, et qui baisse avec le temps, et les pluies, mais qui ne montent pas très haut. Ça, ce truc qu'on appelle le confort hydrique, ben c'est simple, hein, il a eu 56% de ce qu'il voulait. Voilà, il y a un indice de confort de 56%. Le jaune, c'est donc le déficit hydrique. Et cette année, alors? Ben voilà, cette année, si ça continue comme ça, compte tenu que la réserve, elle n'est pas pleine du tout, on a peut-être 30 mm d'eau dans les sols, c'est à peu près tout. S'il pleut de façon moyenne, et personne ne sait combien il va pleuvoir, alors notre blé n'aura accès qu'à environ 120 mm d'eau, soit un indice de confort de, il aura 27% de ce qu'il veut. En quinto, il n'y a pas photo, ça fait ça. Bon, c'est logique, hein. Donc on a des potentiels de rendement médians qui sont à 53 quintaux. Ceux qui arrivent à arroser les montent de façon très élevée. S'il pleut comme en 2017, bah oui, ça monte à 70, 80, etc. Et puis s'il ne pleut pas et qu'on ne refait pas les réserves, eh ben, on va être très mal. Ce n'est pas un scoop, j'imagine que vous vous en doutez. La conséquence sur l'azote, c'est la suivante. Ça, c'est la quantité d'azote absorbée par un blé à 80 quintaux, un blé à 70, et un blé à 25. Donc, si on passe d'un rendement de 53 à 25, on passe d'un besoin en azote, une quantité absorbée de environ 200-210 unités, à 135. On réduit fortement les quantités absorbées par la culture, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe si on met de l'azote quand il n'y en a pas besoin? Alain connaît bien cette photo, on travaillait ensemble sur cette parcelle. Béziers 2016, sécheresse carabinée, un peu comme cette année, partout. Alain va mesurer les reliquats sur la parcelle, 48 unités sur 60 cm. On apporte quand même, en croyant qu'il va pleuvoir, un peu d'azote, pas beaucoup, hein, 33 unités en février, allez, 67 en mars. On a mis au total une centaine d'unités, rendement 9 quintaux. Là, il y a une bâche. Et avant ces deux apports, on a déroulé la bâche, ça a fait ça. Et on a intercepté l'azote quand on a escampé dans le décor, et on s'est fait un témoin sans rien du tout. Et on a fait, avec 0 unité, 14 quintaux. Alors, c'est pas la gloire, quand on manque d'eau, on manque d'eau. Mais on aurait bien fait de rien mettre du tout. Parce que, pour faire comme ça, alors les agriculteurs vont dire, il est malin, lui, pour 10 quintaux, on savait qu'il fallait rien mettre. Ben tiens, tu parles d'une démonstration. Mais ça, pour vous dire que si votre rendement est cette année bien inférieur à ce qu'on a d'habitude, vous seriez inspiré de réfléchir beaucoup aux quantités d'azote qu'on va mettre dessus. Et notre boulot, c'est de vous y aider. Conclusion de ça, la sécheresse est terrible cette année. Il y aura quand même quelques belles parcelles, celles où il y a de l'eau dessous. Alors, il y a quelques terrains, quand on creuse, il faut être courageux pour creuser en ce moment, on trouve de l'eau à environ 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur, au bord du Rhône, en Camargue, sur des parcelles où l'eau remonte. On espère que les racines vont atteindre cet endroit-là, mais ça existe, c'est faisable. Les précédents irrigués, je ne vous fais pas un dessin, les seuls jolis blés, c'est ceux derrière riz. C'est banal, mais pensez aussi que ceux qui ont arrosé des maïs semences, arrosé des melons, ont de l'eau dessous. Pas comme sur une rizière, pas comme sur du Rhône, mais ont de l'eau. Plus que celui qui fait ça après un tournesol ou un blé, ça c'est sûr. Donc on va avoir des gradients de rendement qui vont être depuis très bas sur sol déjà asséché par l'année dernière, à finalement presque correct parce que j'avais de l'eau de mon maïs semence de l'année dernière qui reste, et je peux aller la chercher, à finalement derrière Rizière ou avec le Rhône, pas mal du tout.
On va avoir des reliquats élevés. On a fait nos premières mesures, on en a une demi-douzaine qui sont rentrées. Sur 60 cm, on est en moyenne à 100 unités. 70 en surface, entre 0 et 30. 30 en dessous, entre 30 et 60. Et il y en a même encore 10, entre 60 et 90. C'est une moyenne, j'ai des parcelles à 180. Rapproché du 135 pour un blé à 25 quintaux. Hein. Donc il y a des parcelles, s'il ne pleut pas, on va dire à l'agriculteur, mais il y a déjà tout. C'est urgent de mesurer. Bon, alors vous êtes habitué à ce discours, hein, mais c'est franchement urgent de mesurer. C'est... Allez pas mettre de l'azote cette année sans avoir mesuré. C'est une espèce de suicide organisé. L'excès d'azote, vous le savez, ça sensibilise aux maladies, à la sécheresse, je ne vous refais pas un dessin. Donc le mieux est toujours l'ennemi du bien. En année sèche, ayez l'épandeur léger. Voilà, c'est la conclusion de ce topo sur la fertilisation.